Bonjour tout le monde, bienvenue à cette quatrième capsule de présentation du second projet de plan métropolitain d'aménagement et de développement à réviser de la communauté métropolitaine de Québec, intitulé « Cultiver ensemble des milieux de vie renouvelés et durables ». Cette quatrième capsule porte aujourd'hui sur l'attractivité et la résilience. Donc, je me présente, Antoine Verville, je suis directeur de la planification territoriale, de la mobilité durable et du développement social et économique ici à la communauté métropolitaine de Québec. Je suis accompagné pour cette capsule de ma collaboratrice Marianne Thibault, qui est conseillère en aménagement du territoire et environnement, qui est aussi mon adjointe exécutive et la chargée de projet pour la révision du PEMAT. Cette capsule s'inscrit dans une série de 4 capsules. La première porte sur la démarche de consultation et de révision du PEMAD. La deuxième est spécifique à la thématique de l'urbanité. On y aborde notamment les thématiques des milieux de vie durables et en santé, de la mobilité durable et de l'occupation durable du territoire. Et la troisième capsule porte sur l'environnement et s'intéresse particulièrement aux territoires agricoles et à la sécurité alimentaire, aux milieux naturels et aux services écosystémiques et à la ressource en eau. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits rappels d'abord au niveau de la planification territoriale. On est dans un plan métropolitain d'aménagement et de développement, donc on agit ici à l'échelle métropolitaine. Ce qu'on cherche par un PEMAD, c'est avoir une vision large et cohérente du développement territorial dans la grande région de Québec et Lévis, en tenant compte des dynamiques globales du territoire et pas nécessairement des besoins spécifiques à échelle locale. Il existe d'autres outils de planification territoriale qui permettent de s'intéresser aux dynamiques régionales et locales. C'est un peu le principe des poupées russes, ici en aménagement du territoire, qui est illustré. D'abord, la plus grande poupée, donc le plus englobant, là, ce sont les orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui sont émises par le gouvernement du Québec. Ensuite, à l'échelle métropolitaine de la grande région de Québec, on élabore le plan métropolitain d'aménagement et de développement ici à la communauté métropolitaine de Québec qui va émettre les grandes orientations en aménagement du territoire pour la région. Ces orientations-là vont ensuite devoir être considérées dans les autres outils d'aménagement du territoire à échelle régionale, donc le schéma d'aménagement et de développement des municipalités régionales de comté, et aussi à l'échelle locale dans les plans d'urbanisme et les règlements d'urbanisme des municipalités locales. Un autre petit rappel aussi sur la structure des orientations du plan métropolitain d'aménagement et de développement. D'abord, notre plan métropolitain est organisé autour de grandes cibles. Ce sont donc des cibles à atteindre collectivement à l'horizon 2041. C'est notre but, notre objectif commun là, dans la région pour 2041. Ensuite, il y a une grande part du contenu du PEMAD qui est un contenu adressé plus spécifiquement aux composants de la CM Québec, donc les villes de Québec et Lévis, mais aussi les MRC de la Côte-de-Beaupré, de la Jacques-Cartier et de l'île d'Orléans. Dans ce contenu, on retrouve des objectifs qui sont des buts plus spécifiques à atteindre, des critères qui, eux, visent à influencer le contenu réglementaire qu'on retrouvera dans les schémas d'aménagement et de développement dans la région. On propose aussi des mesures ou des bonnes pratiques, donc ce sont des exemples, des moyens pour concrétiser les critères. Et on propose aussi certaines annexes, dont une annexe qui prévoit les éléments à inclure aux documents complémentaires des schémas d'aménagement et de développement. Le PEMAD prévoit aussi des contenus complémentaires. D'abord, des attentes. Ce sont surtout des attentes envers les partenaires gouvernementaux, mais aussi parfois envers d'autres partenaires qui peuvent contribuer à l'atteinte des objectifs du PEMAD. On a aussi un plan d'action. Dans le plan d'action, on retrouve des actions qui permettent d'atteindre les objectifs fixés par d'autres moyens que les moyens réglementaires prévus au PEMAD. Et finalement, on retrouve une liste d'indicateurs qui vont permettre de faire le suivi de la mise en œuvre du plan métropolitain d'aménagement et de développement et d'évaluer la progression vers l'atteinte de nos différentes cibles. Donc, je cède la parole à Marianne pour nous présenter la thématique et les premiers éléments de contenu. Oui, alors la thématique attractivité et résilience regroupe 4 orientations du PEMAD révisé. Les orientations qui concernent davantage l'attractivité du territoire, le paysage, le patrimoine, la trame verte et bleue, et les orientations qui concernent davantage la résilience face aux aléas d'origine naturelle anthropique et les changements climatiques. Donc, si on les 4 orientations concernées, on a l'orientation 5, reconnaître les paysages et le patrimoine comme des richesses collectives contribuant à la qualité de vie et à l'identité culturelle du territoire. L'orientation 6, accroître le bien-être de la population et le rayonnement du territoire par la mise en œuvre de la trame verte et bleue métropolitaine. L'orientation 9, accroître la résilience face aux aléas d'origine naturelle et anthropique. Et l'orientation 10, soutenir un aménagement du territoire favorable à une transition climatique juste.
Alors, commençons par l'orientation 5, protéger les paysages et le patrimoine en tant que richesse collective contribuant à la qualité de vie et à l'identité culturelle du territoire. Donc, la cible qu'on s'est fixée en lien avec cette orientation-là est d'augmenter le nombre de points de vue d'intérêt métropolitain là, de 20 à l'horizon 2041. Donc, on a 5 objectifs pour cette orientation. Le premier est de reconnaître les paysages d'intérêt métropolitain et contribuer à leur préservation et à leur valorisation. Donc, on va voir à la diapositive suivante là, en quoi consistent là, les paysages d'intérêt métropolitain. Ensuite, protéger et mettre en valeur les paysages fluviaux. Ensuite, comme troisième objectif, protéger et mettre en valeur les paysages visibles depuis les portes d'entrée de la région, le parcours d'accueil de la capitale. Donc, on pense au parcours là, établi par la Commission de la capitale nationale entre l'aéroport de Québec et le centre-ville, et les points de vue permettant de saisir les paysages d'intérêt métropolitain. Ensuite, les deux derniers objectifs concernent plutôt le patrimoine, donc protéger, conserver et valoriser le patrimoine dans les grands ensembles patrimoniaux et le long des axes anciens d'intérêt métropolitain. Donc, les grands ensembles patrimoniaux et axes anciens ont été identifiés là, en concertation avec les MRC là, pour considérer, faire ressortir davantage là, les grands ensembles qui sont d'intérêt, qui se démarquent à l'échelle métropolitaine. Et en dernier, comme cinquième objectif, maintenir l'importance stratégique et urbanistique des lieux de culte dans un contexte de requalification des usages. Donc, on voit ici à l'écran la carte des unités de paysage d'intérêt métropolitain. Donc, pour cette carte-là, on voit en couleur là, les unités de paysage d'intérêt métropolitain qui sont établies en fonction de leur intérêt au niveau emblématique, au niveau, par exemple, naturel, la qualité des milieux naturels, au niveau des points de vue, paysages, etc. Donc, celles qui sont en couleur là, ressortent davantage et sont identifiées comme ayant un intérêt métropolitain, et il y aura des attentes là, en conséquence là, pour y accorder une attention particulière et mettre en valeur les paysages dans ces milieux-là. Donc, comme exemple de critères qui s'adressent au schéma d'aménagement, on a celui de prévoir des mesures pour considérer les caractéristiques distinctives des unités de paysage d'intérêt métropolitain, donc en lien avec la carte qu'on vient de vous présenter. Identifier les bassins visuels du fleuve et prévoir des mesures afin de les protéger et les mettre en valeur. Donc, les bassins visuels du fleuve, c'est les espaces en bordure du fleuve qui sont visibles soit à partir du fleuve ou à partir de la rive, de l'autre rive, là, finalement, en face. Là. Donc, ça nous permet d'identifier et de protéger des points de vue sur le fleuve. Et finalement, prévoir des mesures pour maintenir l'identité culturelle et la mémoire des lieux dans les grands ensembles patrimoniaux et le long des axes anciens d'intérêt métropolitain. Donc, parmi les attentes identifiées envers le gouvernement, on a celle de participer à la création de nouveaux points de vue d'intérêt métropolitain et à la consolidation, au maintien et à la mise en valeur des points de vue existants. On sait que notamment là, plusieurs secteurs en bordure du fleuve, qui sont des secteurs prisés pour identifier des points de vue d'intérêt, sont parfois de propriété gouvernementale. Donc, on souhaite avoir leur participation pour identifier et mettre en valeur ces beaux points de vue-là. Et au niveau du plan d'action, on a identifié l'action de développer de nouveaux outils permettant de simuler les impacts des interventions humaines sur le paysage. Avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, ça nous permet d'aller un peu plus loin là, en termes de simulation qu'on peut faire là, sur le paysage. Ensuite, l'orientation 6, c'est d'accroître le bien-être de la population et le rayonnement du territoire par la mise en œuvre de la trame verte et bleue métropolitaine. Donc, la cible qui a été fixée en lien avec cette orientation-là est qu'en 2041, on souhaite qu'il y ait au moins 20 nouveaux projets pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue soient réalisés. Donc, deux objectifs là, découlent principalement de cette orientation-là, celle de contribuer au déploiement de la trame verte et bleue métropolitaine. On rappelle qu'on y travaille depuis quelques années. On a eu des ententes là, avec le gouvernement, notamment pour
établir une planification plus détaillée de la trame verte et bleue et aussi réaliser des projets plus concrets qui contribuent à la trame verte et bleue. Donc, on rappelle que c'est un réseau de milieux naturels et récréatifs protégés et rendus accessibles à la population. Et comme deuxième objectif, celui d'améliorer l'accessibilité aux éléments de la trame verte et bleue. Donc, on vous montre ici notre concept d'organisation spatiale là, de la trame verte et bleue qui a été établi là, lors de récentes démarches de planification sur la trame verte et bleue. Donc, on vous présente ici à l'écran une des trois cartes de cette orientation-là. C'est celle du plan d'ensemble des coulées vertes et bleues. On a aussi des cartes équivalentes pour les monts et collines qui couvrent le nord là, du territoire de la ville de Québec, la Côte-de-Beaupré et de la Jacques-Cartier. Et également, on a l'équivalent pour le parcours du fleuve. Donc, c'est les trois planifications d'ensemble établies pour la trame verte et bleue. Donc, on a déjà eu l'occasion dans les dernières années de travailler ces planifications et ces cartes-là avec les composants de nos MRC et municipalités. Et maintenant, c'est l'occasion d'intégrer cette planification-là dans la planification territoriale. Donc, comme exemple de critères s'adressant au schéma d'aménagement, on a celui de reconduire, là, comme je le disais, les plans d'ensemble de la trame verte et bleue, parcours du fleuve, coulées vertes et bleues et monts et collines, en adaptant à l'échelle du territoire de la composante le contenu qu'on y retrouve. Demande de prévoir des mesures de protection, de consolidation et de mise en valeur des éléments constitutifs des plans d'ensemble de la trame verte et bleue. Donc, on a présenté la carte, mais il y a aussi d'autres documentations complémentaires là, qui détaillent davantage ces éléments constitutifs. Et finalement, prévoir des liens pour les déplacements actifs vers les différents éléments de la trame verte. Donc, on veut qu'ils soient aussi facilement accessibles à la population, notamment au moyen de déplacements actifs. Au niveau des attentes envers le gouvernement, on a celle de participer au maintien et à l'augmentation des points d'accès à l'eau à des fins récréatives, par exemple baignade, mise à l'eau d'embarcation, activités récréatives en rive, etc. Et dans notre plan d'action, on aimerait accompagner les municipalités pour développer des nouveaux accès publics en priorisant les secteurs en carence d'accès aux coulées vertes et bleues. On sait que déjà, on a beaucoup d'accès au niveau du fleuve. Il y a peut-être un petit peu plus de travail à faire au niveau de l'accessibilité à nos principales rivières. Merci, Marianne. Je poursuis avec l'orientation 9 qui vise à accroître la résilience face aux aléas d'origine naturelle et anthropique, mais aussi avec l'orientation 10 qui porte, elle, sur la notion de changement climatique. Pour ces deux orientations-là, on a des cibles métropolitaines qui sont communes. Donc, d'abord, la première, d'ici 2031, ce qu'on souhaite, c'est que l'ensemble des municipalités auront évalué les vulnérabilités et les principaux risques d'origine naturelle ou anthropique en climat actuel et en climat futur sur leur territoire et qu'ils auront adapté leurs outils de planification en aménagement du territoire pour tenir compte de ces vulnérabilités et de ces risques. Maintenant, pour 2041, qui est l'échéance de notre PEMAD, on souhaite que les vulnérabilités et les risques d'origine naturelle et anthropique en climat actuel et futur sur le territoire aient diminué. Pour atteindre ces cibles-là, on a deux grands objectifs dans l'orientation 9. Le premier est de prendre en compte les risques actuels et projetés dans la planification d'aménagement du territoire. Et le deuxième objectif est de considérer les risques actuels et projetés dans le choix de localisation des infrastructures pour accroître la résilience métropolitaine. On a une carte qui est prévue à cette orientation-ci, qui est la carte 24, qui présente les corridors susceptibles de générer des risques d'origine anthropique et des nuisances. Donc, sur cette carte, on retrouve par exemple les gazoducs, oléoducs qui transportent des matières qui peuvent être dangereuses, de même que des corridors de transport susceptibles de matières dangereuses par voie ferrée, par exemple. Donc, c'est ce que vous retrouvez ici, là, des corridors autour desquels on doit avoir des mesures d'atténuation particulières. Maintenant, quelques exemples de critères qui s'adressent au schéma d'aménagement et de développement prévu à notre PEMAD. D'abord, reconduire les corridors susceptibles de générer des nuisances et des risques d'origine naturelle et anthropique que je viens de vous présenter devront être prévus au schéma d'aménagement et de développement et prévoir des mesures pour limiter l'exposition des personnes et des biens aux nuisances et aux aléas d'origine anthropique. On peut penser par exemple au bruit, à la pollution atmosphérique, etc.
On prévoit des attentes envers le gouvernement. Un exemple ici est de poursuivre en collaboration avec la communauté métropolitaine de Québec le développement de connaissances reliées au mouvement de terrain sur le territoire. Donc, c'est un aléa là, pour lequel les connaissances ne sont pas à jour sur le territoire métropolitain. Et on prévoit aussi là, des actions au plan d'action. Une de ces actions maîtresses-là est de maintenir un comité métropolitain permanent sur la résilience territoriale, dont le mandat sera notamment de déterminer les aléas de toute origine qui vont devoir faire l'objet d'une appréciation métropolitaine. Donc, ce comité-là a été mis en place par notre conseil d'élus cette année. En est à ses premières actions, on veut le maintenir dans le temps. Concernant l'orientation 10, maintenant, on souhaite soutenir un aménagement du territoire qui est favorable à une transition climatique juste. Donc, quand on a le mot transition climatique, c'est une transition vers un nouvel état qui tient compte là, des changements climatiques. Juste et pour aussi là, évoquer tout l'aspect d'équité sociale face à la transition climatique. On est sur les mêmes cibles métropolitaines que je vous ai déjà présentées et on a deux objectifs particuliers à cette orientation. Je dis des objectifs particuliers puisque l'ensemble du contenu du plan métropolitain d'aménagement et de développement vise à assurer une transition climatique le plus juste possible. Mais ici, on ajoute là, vraiment deux objectifs propres et spécifiques à cette question. Le premier vise à augmenter la résilience au changement climatique en réduisant les vulnérabilités et les risques climatiques sur le territoire. Et le deuxième est de favoriser l'implantation des infrastructures de production d'énergie renouvelable. On peut penser à l'éolien et au solaire, tout en assurant la protection de l'environnement et des paysages. Donc, quelques exemples de critères qu'on retrouve au PEMAD et qui s'adressent au schéma d'aménagement et de développement. D'abord, on demande d'identifier les vulnérabilités et les risques climatiques sur le territoire, de prévoir des mesures qui permettent d'adapter le territoire aux impacts des changements climatiques. On peut penser, par exemple, à des impacts comme les îlots de chaleur, les zones de ruissellement urbain, etc. Et on demande aussi de prévoir des mesures d'encadrement des parcs éoliens et solaires dans le respect des éléments sensibles du territoire. Donc, on veut soutenir la transition énergétique, mais c'est important que ça se fasse en respect des éléments tels que les milieux naturels ou le paysage. D'autres éléments sont prévus au PEMAD. Un exemple, une attente envers le gouvernement qui est de soutenir les initiatives qui visent à atténuer les vulnérabilités et les risques climatiques sur les territoires des composantes de la CM Québec, comme les projets, par exemple, de déminéralisation des sols ou de verdissement. Et on prévoit des mesures aussi au plan d'action, par exemple, de soutenir les composantes dans la mise à l'échelle des résultats de l'analyse de risques climatiques métropolitains et la mise en place de leur plan climat. Donc, on a des grandes études là, sur le climat qui se font actuellement dans la région par la communauté métropolitaine et des partenaires. Les MRC doivent travailler sur des plans climat, donc c'est quelque chose qu'on fait en collaboration là, dans la région pour s'assurer d'atteindre les meilleurs résultats possibles. Donc, on termine cette capsule avec quelques petits rappels. D'abord, on vous invite à participer au processus d'audience publique, que ce soit en présentiel ou en virtuel, dans les prochaines semaines. Il y aura 7 séances d'audience publique, 6 en présentiel, une sur chacun des grands territoires de la communauté métropolitaine de Québec, à l'exception de la MRC de la Jacques-Cartier, où on a prévu 2 séances là, de consultation étant donné la grande étendue du territoire. Et il y aura une 7e séance d'audience publique qui sera tenue en virtuel le 27 février 2025 pour ceux qui préfèrent une participation en virtuel. Nous vous invitons également à consulter notre plateforme de consultation publique Bâtir ensemble pour contribuer, rester informé. Vous pourrez notamment y trouver tous les documents pertinents là, à la révision du PEMAD et entre autres les capsules là, qui ont été produites. On rappelle la première capsule sur la démarche de consultation et de révision du PEMAD, la deuxième capsule sur la thématique urbanité et la troisième capsule sur la thématique environnement. Nous terminons en vous remerciant pour le temps que vous avez pris pour écouter cette capsule et les autres capsules de présentation du PEMAD et aussi pour le temps là, que vous allez consacrer au processus de consultation sur la révision du PEMAD. Pour toute question ou besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez nous contacter à l'adresse générale indiquée à l'écran, consultation au pluriel @cmquebec.qc.ca. Merci beaucoup. Merci.